Monsieur, ce garçon, il a vécu avec moi à l'orphelinat. La voix d'Élise Dubois résonna dans le grand bureau lambrissé, un murmure chargé d'une telle intensité qu'il déchira le silence feutré que vénérait Alain de Valois. Le magnate de l'immobilier, figé devant un portrait d'époque, sentit un frisson glacial parcourir son échine. Son masque habituel d'agacement, celui qu'il réservait à un personnel censé rester invisible, se craquela pour révéler une stupeur voilée de panique. Élise, 45 ans, sa gouvernante depuis 6 mois dans cette demeure parisienne estimée à plusieurs millions d'euros, n'avait jamais élevé la voix. Alain la considérait moins comme une employée que comme un meuble utile, silencieux, interchangeable. « De quoi parlez-vous » Élise gronda, était-il en se retournant brusquement, le visage empourpré par l'outrage. « Et qui vous a permis de crier dans ma maison ?» Le portrait représentait un jeune garçon blond, au sourire d'ange, vêtu d'un costume de velours coûteux. Une plaque dorée gravée au bas du cadre indiquait à la mémoire de Léo de Valois, notre fils bien-aimé, 1985-1993. La main d'Élise, encore crispée sur un chiffon à poussière, tremblait légèrement en pointant le tableau. Léo, c'est le nom qu'il utilisait à l'orphelinat Saint-Joseph. Mais nous savions tous que ce n'était pas le sien. « Vous délirez », siffla Alain, faisant un pas menaçant vers elle. « Mon fils est mort dans un accident de voiture à 8 ans. Vous n'avez pas le droit de souiller sa mémoire. » Mais Élise ne recula pas. Ses yeux sombres brillaient d'une certitude qui fit hésiter l'homme d'affaires. C'était le regard de quelqu'un qui a gardé un secret trop lourd, trop longtemps. Durant 6 mois, elle avait enduré les humiliations silencieuses, les commentaires dédaigneux sur ces gens-là, lorsqu'ils la pensaient hors de portée de voix, la façon dont il baissait le son de la télévision lors des reportages sur les violences sociales, comme si sa seule présence le mettait mal à l'aise. Alain de Valois, titan de l'immobilier de luxe, philanthrope de façade, homme d'influence. Pour le monde, un veuf éploré honorant la mémoire de son fils, tragiquement disparu. Pour Élise, un homme dont l'univers parfaitement ordonné était sur le point d'imploser. « Léo n'est pas mort dans cet accident », dit-elle calmement. Les années passées à l'orphelinat lui avaient appris à déceler les mensonges dans les voix des hommes riches et puissants. Il a été vendu, comme une vulgaire marchandise. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Alain cligna des yeux comme pour chasser une image impossible. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Élise observa sa décomposition avec une sombre satisfaction. Pendant des mois, elle avait poli l'argenterie, épousseté les souvenirs, écouté ses conversations téléphoniques sur la gentrification et l'élimination des éléments indésirables. Aujourd'hui, enfin, les pièces du puzzle se mettaient en place. « Vous mentez » murmura Alain, mais sa voix avait perdu toute son arrogance tranchante. Léo avait une cicatrice en forme de croissant de lune sur le poignet gauche, continua Élise, implacable. Il parlait dans son sommeil d'un papa qui avait promis de revenir, mais qui ne revenait jamais. Et il avait une peur panique des hommes en costume. Alain vacilla, s'appuyant lourdement sur son bureau en acajou. Le vernis impeccable de son existence se fissurait. Pour la première fois en 6 mois, Élise sourit. Ce n'était pas le sourire aimable d'une employée. C'était celui d'une joueuse qui abat enfin sa carte maîtresse. Ce que cette femme discrète avait découvert allait prouver que la vérité, parfois, est la plus dévastatrice des vengeances. L'instinct de prédateur d'Alain reprit le dessus. En 40 ans passés à bâtir un empire en expulsant des communautés entières de terrains à haute valeur, il avait appris que la meilleure défense était l'attaque. C'est du chantage ? Sa voix claqua comme un fouet. Une femme de ménage qui invente des fables sur mon fils décédé. C'est pathétique, même pour quelqu'un comme vous. L'expression « quelqu'un comme vous » était chargée de tout le mépris qu'il réservait à ceux qu'il considérait comme inférieurs. Mais Élise resta de marbre. 45 ans de vie lui avaient appris à reconnaître les racistes déguisés en bienfaiteurs. « Monsieur de Valois », dit-elle avec un calme glacial qui le désarma. À l'orphelinat, Léo dessinait sans cesse la même maison. Un manoir avec des colonnes blanches, un jardin avec une fontaine et un bureau dont les étagères montaient jusqu'au plafond. Exactement comme celui-ci. Alain déglutit. La description était trop précise. Durant 6 mois, Élise avait observé chaque détail, non par curiosité, mais par instinct de survie. Femme noire, orpheline, elle avait appris très jeune que connaître ses oppresseurs était une question de vie ou de mort. Il dessinait aussi un homme aux cheveux poivre et sel qui portait une chevalière en or, poursuivit-elle, ses yeux fixés sur la bague armoriée qu'Alain portait à l'index droit. Il disait que cet homme avait promis de revenir le chercher. Alain devint livide. Cette bague, héritage de son père, était sa signature.
Cessez cette mascarade, cria Théil, la voix plus aiguë. Mon fils est mort sur l'autoroute A6. J'ai identifié le corps moi-même. Le corps d'un enfant carbonisé, méconnaissable, rétorqua Élise, qui portait, comme par hasard, les vêtements de Léo du jour de sa disparition. N'est-ce pas pratique? Ces détails n'avaient jamais été divulgués à la presse. Comment le savait elle? La panique s'empara d'Alain. Élise avait grandi dans le même orphelinat que Léo. De 8 ans, son aînée, elle était devenue sa protectrice, la grande sœur qu'il n'avait jamais eue. Nuit après nuit, elle avait consolé ce petit garçon qui pleurait en silence, attendant un père qui ne viendrait pas. « Pourquoi ?» balbutia Alain. « Pourquoi attendre 6 mois ?»« Parce que je devais être certaine de qui vous étiez, » répondit-elle, son sourire devenant tranchant. « Et parce que je devais rassembler les preuves. » Elle sortit une enveloppe jaunie de la poche de son tablier. « Léo n'est pas mort dans cet accident. Il a grandi. Il est devenu un homme. Et il a vécu une vie dont vous n'avez jamais pris la peine de vous soucier. Dehors, vous êtes renvoyé, hurla Alain, la pointant d'un doigt tremblant. Élise ne bougea pas. C'est amusant que vous parliez de justice, monsieur de Valois. Après 40 ans à bâtir des empires sur des vies détruites, il est peut-être temps que quelqu'un vous poursuive. Vous. Alain arracha l'enveloppe de ses mains. La première photo montrait un jeune homme d'environ 25 ans, incontestablement Léo, travaillant dans un garage. La deuxième, le même jeune homme en uniforme de secouriste. La troisième, Léo, diplôme d'infirmier en main, souriant aux côtés d'une femme plus âgée. Alain la reconnut avec horreur. C'était Élise. Impossible. C'est un montage. Léo a eu son diplôme à 23 ans, dit Élise en sortant un vieux téléphone. Il s'est spécialisé en soins palliatifs. Ironique n'est-ce pas ? Le fils que vous avez livré à la mort a consacré sa vie à accompagner les gens dans leurs derniers instants. Alain s'effondra dans son fauteuil en cuir. 30 ans de mensonges s'écroulaient. Élise n'était pas une simple gouvernante. Pendant 20 ans, elle avait été infirmière-chef à l'hôpital Saint-Vincent, le même où Léo avait travaillé avant de mourir, cette fois dans un véritable accident, en tentant de sauver les victimes d'un incendie. Il m'a tout raconté avant de mourir, poursuivit Élise, sa voix une lame de glace. L'homme en costume, vos larmes quand vous l'avez abandonné en échange de l'effacement de vos dettes de jeu. Votre promesse de revenir. La vérité frappa Alain comme une avalanche. En 1985, ruiné par le jeu, il avait livré son fils à un réseau de trafic d'enfants. L'accident avait été une mise en scène macabre, le corps calciné, celui d'un autre orphelin. De l'argent, supplia Théil, je vous donnerai tout ce que vous voulez. 10 millions, 20. Le rire d'Élise le glaça. L'argent, monsieur de Valois, Léo est mort en se croyant abandonné. Il est mort pauvre, seul, en soignant des inconnus parce que le fantôme de son père l'empêchait de construire sa propre famille. Ce que je veux, c'est que vous ressentiez ce qu'il a ressenti. Elle prit un second téléphone, neuf, celui-ci. Sur l'écran, une icône rouge clignotait. Toute cette conversation est retransmise en direct à Maître Moreau, annonça TL. Il enregistre tout pour le procès que nous vous intentons, pour abandon, falsification et participation à un réseau de traite d'êtres humains. Le monde d'Alain bascula. Pendant 6 mois, chaque mot méprisant, chaque ordre humiliant avait été méticuleusement documenté. Maître Moreau et moi planifions cela depuis 2 ans, confirma Élise. Son téléphone se mit à sonner, puis un autre, et encore un autre. Vos avocats, sans doute. Dommage que vous soyez occupé avec votre simple femme de ménage. Elle s'empara d'un des appareils et le laissa tomber au sol, où il se brisa en 1000 morceaux. La vérité finit toujours par éclater, disait Léo. Il aura fallu 30 ans. Les sirènes se firent entendre au loin. Maître Moreau n'a pas seulement enquêté sur Léo, il a enquêté sur toute votre carrière philanthropique. Les 47 familles expulsées illégalement, les pots de vin aux élus, le blanchiment d'argent via la fondation que vous avez créée. À la mémoire de Léo. Le coup de grâce. Léo a découvert que vous voliez l'argent destiné à des enfants comme lui. Il travaillait comme consultant pour Maître Moreau. C'est lui qui a initié l'enquête contre vous. Le fils qu'il avait vendu avait passé ses dernières années à orchestrer la chute du père qu'il avait trahi. L'interphone sonna. Le FBI et la brigade financière, annonça Élise. Monsieur de Valois vous attend. Alors qu'elle regardait cet homme, autrefois tout-puissant, s'effondrer, son regard se posa sur le portrait. Vous ne l'avez pas seulement vendu, monsieur de Valois. Vous lui avez appris que l'amour a un prix, que la famille est jetable et que les promesses ne sont que du vent. Elle posa une lettre jaunie sur le bureau. Léo a écrit ça à 10 ans. Il voulait que je vous la donne si je vous retrouvais un jour.
Les mains tremblantes, Alain ouvrit la lettre. L'écriture d'enfant au crayon de couleur le poignarda au cœur. « Papa, je crois toujours que tu vas revenir. Les autres disent que tu m'as oublié. Mais je sais que tu es juste très occupé. Quand je serai grand, je veux aider les enfants comme moi à retrouver leur famille. Je veux te montrer que je suis devenu un homme bien. Je t'aime quand même. Léo. » Alain de Valois fondit en larmes, comprenant qu'il avait perdu bien plus qu'un empire. Il avait perdu la chance de connaître l'homme extraordinaire que son fils était devenu, non pas grâce à lui, mais malgré lui. Les sirènes s'arrêtèrent. Tandis que les agents emmenaient Alain menotté, Élise regarda par la fenêtre. La justice pour Léo n'était pas une fin, c'était un commencement. 6 mois plus tard, Élise Silva arpentait les couloirs du nouveau centre Léo de Valois pour l'aide à l'enfance, financé par la fortune confisquée d'Alain. Devenue sa directrice, elle avait déjà permis à des dizaines d'enfants de retrouver leur famille. L'héritage d'Alain bâti sur un mensonge avait été entièrement réécrit par le fils qu'il avait abandonné. Et Élise, la gouvernante silencieuse, avait prouvé que la justice se trouve parfois là où on l'attend, le moins, portée par ceux que l'on a trop longtemps méprisés. Car la famille, Léo le lui avait appris, ce n'est pas le sang qui la définit, mais ceux qui restent quand le monde entier vous a tourné le dos.